remercier de votre présence ici aujourd'hui. On va renouveler ce genre d'expérience dans d'autres structures, dans d'autres types d'entreprises, de manière à augmenter la connaissance de chacun du maximum de types d'entreprises possibles, dans des secteurs d'activité différents. Et on est accueilli par Maïs Adour, qui est un partenaire privilégié, je dirais, de l'IFG aussi, puisqu'on a de nombreuses promotions de Maïs Adour qui viennent, soit dans des sites ICG ou des sites MCR d'ailleurs, en fonction de leur parcours. Et certains ont fait MCR puis font ICG en fonction du parcours à l'intérieur. Je serai très rapide. En termes de timing, maintenant on va donner la parole à François Ravinet, que je crois que beaucoup connaissent, pour sa conférence. Ensuite, à l'issue de la conférence, François a un impératif, il doit partir aux alentours de 18h. Ensuite, M. Perrin prendra la parole pour parler du groupe Maïs Adour et des perspectives de développement et des quelques chiffres clés, je crois, qui sont importants. Et puis, un certain nombre de personnes de chez vous seront amenées à parler aussi éventuellement du parcours qu'ils ont pu faire, où on pourra confronter tout ça. Et puis ensuite, on prendra un verre tous ensemble, ce qui permettra de renforcer aussi les liens. En tout cas, merci de votre accueil. Et me connaissent, je vous propose de me représenter brièvement. Donc, François Ravinet, j'habite à Toulouse. J'ai un statut confortable depuis quelques années, à savoir que je suis retraité, que je continue à travailler pour le plaisir. Donc je choisis mes clients, je choisis mes activités quand je veux. À certains moments, je préfère le loisir, à d'autres moments donnés, je préfère travailler. Donc c'est une fin de vie professionnelle bien agréable, car pouvoir choisir, c'est un luxe. Donc, au titre de ces activités, je continue les deux activités qui ont toujours été les miennes. D'une part, une activité de conseil d'entreprise, conseil en stratégie, avec un job très précis. Mon job consiste à accompagner la réflexion stratégique d'équipes de direction. Donc, je suis sollicité par des équipes de direction d'entreprise qui, à un moment donné, collectivement, souhaitent formaliser un plan stratégique pour l'avenir, avec des options et des priorités claires, qui souhaitent faire ce travail collectivement pour soit ce plan stratégique, au terme de l'intervention, le déployer ensuite dans les années qui viennent dans l'opérationnel, soit présenter ce plan stratégique à des investisseurs, à des financeurs, que sais-je encore. Voilà, donc ce travail est donc plus un travail d'animateur pour moi, qui consiste à accompagner cette réflexion d'équipe de direction à partir d'une méthodologie que vous connaissez tous, qui est la méthodologie ICG, car nous enseignons à l'ICG, et en particulier j'enseigne ce que je pratique par ailleurs. Voilà. J'ai d'ailleurs beaucoup travaillé, longuement travaillé avec l'entreprise qui nous accueille, avec Maïs Adour. J'ai travaillé de façon assez régulière pendant une dizaine d'années avec Maïs Adour qui nous accueille. Ça fait 6-7 ans que je n'étais pas revenu, mais je suis content de revenir ici car j'ai noué ici des relations au-delà professionnelles, quasi affectives, et ça me fait plaisir de revenir ici. Alors, le thème et le débat. Alors, une autre chose peut-être à préciser pour cette conférence, c'est que deuxième métier, j'ai oublié de parler de mon deuxième métier, mais il est tellement lié au premier, c'est donc un métier de formateur et d'enseignement au management stratégique, métier que j'exerce essentiellement à l'IFG, puisque notamment j'ai été directeur de l'ICG, directeur national pendant 5 ans, ça remonte à bien des années, de 93 à 98. Et ensuite responsable des enseignements de stratégie d'entreprise et de management stratégique. Et aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup, je suis toujours responsable de la méthodologie d'études d'entreprise que vous avez tous pratiquée, qui est un temps fort de l'ICG, puisque, comme toujours, le processus ICG se termine par une soutenance collective qui, finalement, détermine un peu moins qu'avant, puisqu'il y a aussi des examens individuels depuis que l'ICG est masterisé, mais qui quand même détermine l'octroi du diplôme ICG, la qualité de la soutenance. Et donc je suis responsable de l'évolution de la méthodologie ICG pour l'ensemble du groupe IFG. Et donc, ça m'amène sans cesse à réfléchir sur la compétence des dirigeants.
car la question qui est posée, c'est lorsque je suis souvent président de soutenance d'un groupe ICG qui restitue leur étude d'entreprise, et souvent on me pose la question, qu'est-ce que vous attendez d'un groupe ICG qui restitue son étude d'entreprise? On attend qu'il fasse preuve à travers l'étude des compétences qui sont celles d'un dirigeant stratège. On va revenir sur cette notion de dirigeant stratège, puisque pour moi, si vous voulez, quand même, le cœur de cible historique de l'IFG et surtout de l'ICG, ça a été de prendre des cadres qui sont indiscutablement compétents au plan opérationnel. Avec l'ICG, il y a une majorité souvent de gens qui sont des gens de la production, ingénieurs, techniciens de la production, et qui, au bout de quelques années de carrière de management opérationnel, avec une compétence avérée, postulent à une compétence en management stratégique, c'est-à-dire qu'ils veulent évoluer en termes de trajectoire vers l'équipe de direction, être partie prenante de l'équipe de direction de leur entreprise dans les années qui viennent, qui décide des choix stratégiques de l'avenir. Donc c'est une évolution traditionnelle, normale, je pense, pour un cadre. Tout cadre commence sa carrière par une posture opérationnelle, qu'il soit financier de formation ou autodidacte, qu'il soit ingénieur ou technicien, qu'il soit commercial. Il commence d'abord par une posture opérationnelle. Il évolue donc sur des fonctions opérationnelles qui sont celles du management opérationnel et à un moment donné souhaite évoluer vers une posture stratégique. Et normalement, le cœur de cible de l'ICG, c'est de prendre des cadres opérationnels avec une expérience avérée au plan du management opérationnel pour les emmener vers des compétences stratégiques leur permettant de participer ou de décider directement à des choix stratégiques qui concernent l'avenir de leur entreprise. Et pour moi, maîtriser les compétences opérationnelles au début de carrière, ce sont des compétences qui sont complètement différentes des compétences et des attitudes stratégiques. C'est pour ça qu'on va parler ce soir des compétences stratégiques. Je n'ai pas envie d'ailleurs, c'est pas mon style, pendant toute la soirée de faire un monologue. J'ai envie de moi vous poser la question, puisque vous avez tous fait l'ICG, et d'ouvrir le débat comme ça. Quelle différence vous faites, d'ailleurs, on en parle beaucoup, entre management opérationnel et management stratégique? Beaucoup de cadres qui ont une expérience, je le répète, avérée au plan du management opérationnel, ont beaucoup de mal à passer en posture stratégique, parce que ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes attitudes, ce n'est pas les mêmes schémas mentaux, ce n'est pas la même sensibilité. Et vous, quelle différence vous faites entre le management opérationnel et le management stratégique? On parle beaucoup aujourd'hui, problème d'actualité, c'est largement débattu, de la compétitivité des entreprises françaises, qui semble-t-il est le problème numéro 1 de la France, qui quand même a une balance commerciale qui s'effrite sans cesse, a des parts de marché qui s'effritent un peu partout, sauf dans l'aéronautique, avec un bilan très français, souvent de produits qui sont technologiquement géniaux, mais qui ont beaucoup de mal à se vendre à l'étranger. Jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas vendu de Rafale à l'étranger, alors que c'est considéré comme un avion à juste titre technologiquement génial. Les centrales nucléaires françaises d'Areva se font tailler des croupières aujourd'hui par des centrales nucléaires coréennes ou japonaises. On ne vend pas de TGV, même si Alstom prend des gros contrats, vous l'avez vu hier en Afrique du Sud, c'est pas du TGV. On ne vend pas de TGV, qui est pourtant un train génial, hors de nos frontières. J'en passe, c'est des meilleurs. Alors comment se fait-il? L'explication de ça, c'est... Alors, on parle beaucoup, quand on parle de manque de compétitivité de l'entreprise française, de trucs classiques. On dit, c'est un problème de coûts. Les coûts français sont trop élevés. Coûts horaires, liés aux charges sociales, liés à la fiscalité. Certes,
Sauf que quand on compare les coûts de production français aujourd'hui, coût horaire, aux coûts allemands, par exemple, on aime bien faire ces comparaisons. Selon les calculs aujourd'hui, les coûts français ne sont pas supérieurs aux coûts allemands. Hein. On parle de... C'est vrai que dans toute la zone euro, nous en sommes victimes. On dit qu'il y a aussi un manque de compétitivité qui est lié à l'euro. Il y a un cours de l'euro qui est trop élevé. C'est vrai aussi. Mais il y a une chose qu'on n'explique jamais, parce qu'elle touche à la fibre des dirigeants qui n'aiment pas évoquer ça. C'est le fait que très souvent, les produits français ne correspondent plus à la demande mondiale. Il est là le problème. Et quand d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, on a un peu la spécialité de produits technologiquement géniaux, finalement invendables. Le Rafale, le TGV ou autre, c'est parce que les Français, parce qu'il y a une culture de production qui n'est pas la culture stratégique, ont souvent le don de faire de la surqualité. La surqualité, ce n'est pas la qualité. Hein. Je discutais l'autre jour avec des dirigeants politiques suisses, au hasard de la vie, francophones. Et je leur disais quand même, c'est pas gentil de ne pas avoir acheté des Rafales français. Essayant de promouvoir la France, c'est pourtant intrinsèquement le meilleur avion du monde en termes de performance. Hein. Il décolle plus vite que les autres, il va plus haut que les autres, il peut atterrir sur une très petite surface, décoller sur une très petite surface. Ils m'ont dit oui, mais j'ai dit pourquoi vous avez choisi l'avion suédois? Ils m'ont dit c'est simple, parce que l'avion suédois il est 3 fois moins cher. Je leur dis oui, mais il est moins bon quand même, technologiquement. Il dit il est moins bon, mais il est 3 fois moins cher. Or, il dit nous, pour protéger le territoire suisse, on n'a pas besoin d'un Rafale. Hein. Et nos interlocuteurs, ils ont été toujours centrés sur la supériorité technologique du Rafale, sans jamais se préoccuper de notre propre besoin spécifique de protection du territoire suisse. Et on pourrait multiplier les exemples de ce type. Je discutais récemment avec une entreprise cliente qui est un fournisseur d'Areva. C'est une entreprise qui fait des vannes pour les flux de liquide dans les centrales nucléaires. Et donc, à 80% de leur chiffre d'affaires, ils travaillent avec Areva. Et il me disait, ce que tu racontes est vrai, toute la filière nucléaire française est en train de perdre des parts de marché par rapport aux Coréens ou aux Japonais en matière de centrales nucléaires. Et il me dit, Dieu soit loué, il y a eu Fukushima. Je dis, comment Dieu soit loué, il y a eu Fukushima? Oui, parce qu'on commençait depuis longtemps à dire, ce qui n'était pas totalement faux, que les centrales nucléaires françaises de 3e ou 4e génération sont beaucoup trop chères par rapport aux Coréens, par rapport aux Japonais, puisqu'on évoquait même chez les Coréens, un avantage, c'est qu'ils présentent des centrales nucléaires low cost, que les Français ne savent pas faire. Et on avait oublié un peu la sécurité différenciatrice. Est-ce que je me fais comprendre? Et puis, Dieu soit loué, Fukushima est arrivé, car la sécurité à tout prix d'abord est redevenue au premier plan des attentes clients en matière de centrales nucléaires. Et donc, on peut valoriser ce savoir-faire différenciateur à nouveau de la filière nucléaire française. Oui, mais il faut des incidents de ce type, et qui sont des accidents, pour qu'on arrive à valoriser la différenciation française. Et donc, pour moi, si je fais ce détour, c'est parce que la compétence stratégique, notamment, c'est la capacité à comprendre mieux que les concurrents les besoins des acteurs de l'environnement, et notamment parmi les acteurs clés, les acteurs clients, pour faire la juste proposition qui correspond exactement aux attentes spécifiques du client. Et c'est ça qu'on ne sait pas faire. Et là, alors, je fais exception pour
les grandes sociétés françaises du CAC 40, hein, qui savent très bien s'adapter à l'environnement mondial. Sauf que vous le savez tous, les sociétés du CAC 40, comme elles sont par définition mondialisées, ce n'est pas celles-là qui génèrent de l'emploi en France, pour l'essentiel. Et d'ailleurs, elles posent un problème global à ce niveau-là, au niveau des jeunes diplômés, parce que moi je le constate, tous les têtes de promotion aujourd'hui des grandes écoles d'ingénieurs ou des grandes écoles de commerce, ils partent dans les entreprises du CAC 40 pour exercer leurs activités professionnelles hors de France. Alors elles savent s'adapter à l'environnement mondial. Mais pour l'ensemble des entreprises françaises, petites, grandes et moyennes, où maintenant on parle beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire, ETI, leur vrai problème, c'est la compréhension des marchés du monde pour faire une juste adaptation aux attentes des clients du monde. Vous lisez la presse, moi j'entendais hier un aveu tout à fait naïf et un peu pathétique du maire de Carhaix dans le Finistère, où vous avez l'abattoir GAD, là, qui vient d'être fermé, qui tentait d'expliquer les aléas de la filière agroalimentaire bretonne en disant ouais, mais on a été victime des concurrents aviculteurs du Brésil, éleveurs de volailles, qui bénéficient d'une monnaie qui s'affaiblit, le rial qui s'effondre, c'est sûr. On a été victime des abattoirs allemands qui utilisent des Polonais ou des Roumains à vil prix. Oui. Et il terminait en disant, mais ça, c'est des phénomènes de mondialisation, et nous, au Finistère, dans le Finistère, on n'a pas compris ces phénomènes de mondialisation, on n'a pas su s'y adapter. Je trouve que l'aveu, il est dramatique. Parce que, entendez-moi bien, quand on fait de la stratégie d'entreprise, et la stratégie d'entreprise, on va y revenir, ça consiste, on va le voir, à définir ce que doivent être les activités de l'entreprise demain, à moyen et à long terme. Pour faire ce job-là, il faut comprendre le monde et les tendances du monde telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Moi, quand j'adopte souvent, et je prends quelques exemples comme celui que je viens d'évoquer, on me dit « Ouais, mais tu défends alors les abattoirs allemands qui utilisent des Polonais au black ou des Roumains au black et qui donc cassent les coups. C'est immoral. » Je dis « C'est peut-être immoral. Je suis d'accord avec vous. C'est immoral. Mais je prends le monde tel qu'il est quand je suis dirigeant pour essayer d'adapter la stratégie au monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. » Vous savez, Fabius, il y a quelques mois, et ce n'est pas un ministre que j'apprécie outre mesure par ailleurs, mais qui a eu dans une interview une révélation tout à fait évidente, il a dit notre job de dirigeant, c'est de faire en sorte que les Français, demain, comprennent le monde et comprennent la mondialisation, ce qu'ils n'ont pas su faire. Et là, la posture stratégique. Pardon ? Pas forcément que l'économie. Non, mais l'aveu d'un dirigeant, d'ailleurs, c'est un peu stupéfiant. Notre job de politicien, je disais, c'est de faciliter pour les Français la compréhension du monde. Ouais, et surtout pour les dirigeants. Car, vous n'avez pas répondu à ma question quand je vous demandais d'abord, alors quelle est la différence entre management opérationnel et management stratégique ? Et le fait que nous n'ayons pas assez de stratèges explique pour moi le manque de compétitivité de la France, des dirigeants stratèges, au-delà des coûts et des problèmes de monnaie. Pour moi, c'est très simple la différence. Le management opérationnel, c'est savoir répondre à la question « comment faire ?» Comment faire ? Tout cadre qui commence dans sa carrière a des fonctions de management opérationnel. D'abord, on commence toujours par là. Je cite souvent cet exemple, peut-être certains d'entre vous l'ont entendu. Il y a 50% de cadres techniciens de production encore aujourd'hui à l'ICG.
Donc ils ont des formations, ils sont autodidactes ou ils ont des formations de BTS ou d'ingénieur à l'origine. Comment ont-ils commencé leur carrière? Ils ont commencé dans des entités de production et ils ont été recrutés sur le critère suivant. Tu sors d'une école d'ingénieur, tu as un diplôme crédible d'ingénieur. Comme ton diplôme est crédible, on va te confier un atelier, une entité de production, et on va te déterminer la finalité suivante dans ton atelier, dans ton entité. Comment améliorer la qualité des produits à la sortie de ton entité, à la sortie de ton atelier, au moindre coût de fonctionnement de ton entité ou ton atelier, qui est la base de l'efficience. La qualité étant l'aptitude à satisfaire les attentes du client, que ce soit un client externe ou un client interne. On confie une entité d'usinage. Mon rôle, c'est d'améliorer la qualité au regard des attentes de l'assemblage qui se situe a posteriori dans le processus industriel de mon entité d'usinage. Donc, on te demande d'améliorer, au sens mieux satisfaire les attentes de ton client avec les produits qui sortent de ton entité, au moindre coût de fonctionnement de ton atelier, parce qu'il y a des critères de rentabilité importants. Un jeune commercial qui commence sa carrière, qui a un diplôme d'école de commerce ou d'université, ou même autodidacte, on va lui dire, là aussi, ton diplôme est crédible, donc on va te confier une entité commerciale, une petite force de vente pour démarrer la carrière, et la mission qu'on va te confier, c'est comment améliorer l'efficacité de l'action commerciale de ton entité à moindre coût de fonctionnement de l'action commerciale. Il y a un jeune comptable ou financier qui rentre dans la carrière, qui a un diplôme crédible, on va lui confier une petite entité administrative et on va lui dire, compte tenu de ton diplôme, voilà ce qu'on te demande, c'est améliorer à la sortie de ton entité administrative la qualité de la documentation ou des informations économiques qui doivent sortir de ton entité et la rapidité des informations transmises à moindre coût de fonctionnement administratif de ton entité. C'est toujours pareil, c'est ça une problématique. Comment faire? Et tu as un diplôme crédible qui doit te permettre de répondre à cette question comment faire. C'est ces profils-là que l'on rencontre à l'entrée de l'ICG. Par contre, ils veulent maintenant passer en posture stratégique. Ils l'expriment bien souvent quand on les interroge à l'entrée de l'ICG. C'est moi, j'aimerais bien participer activement demain au comité de direction de mon entreprise et participer aux choix stratégiques de long terme qui seront déterminés par mon comité de direction. Ou alors, il y en a même certains qui disent « j'aimerais bien rentrer dans une PME ou créer une entreprise, et là, il va falloir que je fasse des choix stratégiques à vendre. » Et les choix stratégiques, je le répète, c'est quel client faut-il conquérir demain, avec quelle offre de produits-services dans les années qui viennent, avec quelles alliances nécessaires et avec quelles ressources affectées. Et je leur dis, faites bien attention, parce que passer d'une posture opérationnelle à une posture stratégique, ça veut dire que la question qui vous sera posée dans votre carrière, c'est plus comment faire, c'est quoi faire demain. Quoi faire demain dans l'entreprise. Quels clients faut-il conquérir, sur quel territoire du monde, car il y a mondialisation, avec quelle offre de produits-services, je vous l'ai dit, quel processus, quelles alliances. Et pour répondre à cette question-là, qui est une question stratégique de base, quoi faire demain? Il faut que vous sachiez que ça va requérir des compétences, j'y reviens, des sensibilités, des schémas mentaux complètement différents de ceux que vous avez développés en début de carrière dans une posture opérationnelle. C'est pour ça d'ailleurs, on verra que les cartésiens sont déroutés. Parce que qui dit je dois répondre à cette question, quoi faire demain? Et notamment, essayer de comprendre, pour répondre à cette question,
les comportements des clients, et notamment les comportements d'achat et les comportements des clients, les comportements des concurrents, qui en plus sont souvent des nouveaux entrants qui viennent du monde entier, avec des attitudes que j'ai tendance à considérer comme déloyales. Ça veut dire que je vais être obligé d'intégrer des comportements qui sont irrationnels. Parce que le comportement d'un client, il est irrationnel. Parce que le comportement d'un concurrent, il est irrationnel. Irrationnel au sens où, comme avait dit un sociologue, ce qui est irrationnel, c'est souvent la rationalité d'autrui. Est-ce que je me fais comprendre, hein, Moi, j'ai entendu des gens de chez Dassault dire les Suisses ne sont pas rationnels, totalement irrationnels, quand ils ne choisissent pas le Mirage, qui est indiscutablement et rationnellement l'avion le plus rapide du monde à tout point de vue. Sauf que je te dis, c'est que tu n'es pas ce que tu appelles irrationnel dans le comportement des Suisses, c'est la rationalité suisse qui dit pour couvrir un aussi petit territoire que la Suisse, on n'a pas besoin d'un Mirage qui coûte 3 fois plus cher. C'est une autre rationalité que la tienne. Mais c'est comprendre le schéma d'autrui, la stratégie. Alors, avez-vous des questions parce que je suis fait du monologue là, pour l'instant posé par rapport à ça. Ça, c'est clair, management open. Précisément, quand je vous ai dit, qu'est-ce qu'on attend d'un ICG, par exemple, ou d'un groupe ICG, qui restitue son étude d'entreprise lors de la soutenance. Souvent, moi, je les déroute quand je suis président, parce que malgré, maintenant, ça ne dure plus qu'un an de processus pédagogique, ils sont restés vachement cartésiens et rationalistes, qui sont les réflexes naturels du management d'opération. Donc, ils me présentent des outils. Ils sont très fiers de présenter des outils. Ils présentent du McKinsey, partout, vous connaissez. Ils présentent du BCG, ils présentent ADL, puis on va vous montrer, Président, qu'on sait positionner un domaine d'activité stratégique avec ses facteurs clés de succès selon l'attractivité et la position concurrentielle. Je leur dis, oui, c'est quand même la moindre des choses, ça. Vous sachiez faire ça. Que vous sachiez calculer un BFR, construire une matrice McKinsey ou BCG, ou une matrice SWOT, menace, opportunité, c'est quand même la moindre des choses qu'on puisse attendre au bout d'un an de formation. Mais c'est pas ça que j'attends de vous, moi, que vous me montrez. J'attends de vous que vous puissiez me démontrer, à travers cette étude que vous allez m'exposer, que vous avez aujourd'hui la sensibilité, les attitudes, les schémas mentaux et les compétences d'un stratège. Ah bon, certes, les outils qu'on vous propose en ICG sont issus de ces attitudes, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas de savoir manier des outils. Alors, mais qu'est-ce que vous attendez de nous alors? J'attends 4 choses, qui sont les bases des attitudes stratégiques. Première des choses que j'attends de vous, pendant l'heure qui va suivre, vous allez faire votre exposé, c'est que vous me démontriez que vous savez situer l'entreprise étudiée dans son environnement. D'abord, alors comme ils sont un peu interloqués, ils me disent ouais, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Par exemple, que vous sachiez me dire quels sont les acteurs clés de l'environnement de cette entreprise. Et ce que j'appelle les acteurs clés, il y a un petit exercice que j'aime bien faire avec des dirigeants de PME quand je commence à travailler avec eux pour qu'ils soient complètement dans l'esprit de l'attitude stratégique. Je leur dis, est-ce que vous pourriez, au regard des 5 ans qui viennent, c'est pas neutre de poser la question comme ça, au regard des 5 ans qui viennent, car on va le voir, la stratégie elle est toujours prospective, hein. C'est toujours raisonner du long terme vers le court terme. Mais je leur dis, je vous pose une question très simple à comprendre, c'est pas intellectuel la stratégie. Je leur dis, pourriez-vous me dire, dans les 5 ans qui viennent, il y a 2 questions que je leur pose. C'est, quelles sont les 4 ou 5 tendances lourdes de l'environnement qui vont inéluctablement impacter les métiers de votre entreprise dans les 5 ans qui viennent?
car la stratégie, c'est savoir construire des ripostes opportunes aux tendances de l'environnement, mais pour construire des ripostes opportunes, encore faut-il appréhender les tendances de l'environnement. Si je n'ai pas identifié les tendances de l'environnement qui vont me percuter, il y a peu de chances pour que je puisse construire des ripostes appropriées. Donc la première chose là, je ne vais pas vous faire un cours, vous le connaissez, c'est l'univers de l'offre, de la demande, des influences. Tout ça, est-ce que vous avez su ressortir dans l'entreprise étudiée ou dans votre entreprise, quelles sont les 4 ou 5 tendances les plus lourdes vis-à-vis desquelles le stratège que vous êtes doit savoir construire des réponses et des réponses appropriées. Et ça parce que je dis qu'un dirigeant stratège, il ne peut pas prévoir, mais il n'a pas le droit d'être surpris. C'est complètement différent. Moi, quand j'entends le maire de Carhaix en Finistère dire l'offensive des aviculteurs brésiliens est surprenante, non, pas surprenante. Tu peux dire c'est dégueulasse qu'ils profitent de la dévaluation monétaire au Brésil. C'est autre chose. Mais dans le monde tel qu'il est, que tu sois surpris par l'arrivée d'un nouvel entrant qui profite d'une dévaluation monétaire pour attaquer tes marchés, ça n'a rien de surprenant si tu es attentif aux tendances du monde. Le fait que les Allemands utilisent dans les abattoirs des collaborateurs polonais, même payés au black, dans le monde d'aujourd'hui, ça n'a rien d'étonnant. Tu ne peux pas être surpris par ça. Déjà. C'est des tendances lourdes. Bon. Et puis, situé dans l'environnement, je leur dis, c'est, et pour ça je vous pose une deuxième question, que je peux poser d'ailleurs à des groupes ICG comme à des clients, pourriez-vous me dire, dans cette vision des tendances de l'environnement, vis-à-vis desquelles il faudra construire des ripostes appropriées, pourriez-vous me dire quels sont les 10 acteurs clés fondamentaux de votre contexte, les plus importants, dont les décisions dans les 5 ans qui viennent vont affecter lourdement les métiers que vous exercez. Mais souvent, c'est qui les 10 acteurs clés? C'est simple, je vais vous aider. Les 4 ou 5 clients ou types de clients que vous devez à tout prix conquérir pour assurer la pérennité et le développement de l'entreprise. Vision des segments de clientèle qu'il faut dans le monde à tout prix conquérir la fidélité. Est-ce que vous êtes clair dans votre tête sur cette vision des 4 ou 5 clients ou types de clients? Dans les 10 acteurs, ça peut être dans les 5 ans qui viennent, est-ce que vous avez une claire vision des 2 fournisseurs ou 2 types de fournisseurs qui seront incontournables pour assurer les approvisionnements de l'entreprise? Je leur dis, est-ce que vous avez une vision claire? Par exemple, c'est l'espace médiatique, des ou du journaliste qui, dans vos métiers, fait référence partout lorsqu'il écrit un article et qui peut plomber votre image ou améliorer votre image en fonction de l'article qu'il va pondre. Car la stratégie, si c'est le cas, ce journaliste-là, si vous l'avez repéré, vous devez, avec lui, nouer des relations privilégiées. Pour que dans les années qui viennent, il écrive plutôt des articles laudatifs concernant votre métier ou votre entreprise, puisqu'il est très crédible. Et je dis, ça choque beaucoup les Français. Tiens, entre parenthèses, un aspect qui prouve qu'on n'a pas la culture stratégique. Je dis, est-ce que vous avez repéré dans votre contexte l'homme, ou la femme d'ailleurs, politique qui monte, en termes de succès et d'audience, vis-à-vis duquel il faudra, seul ou avec d'autres si vous êtes trop petit, ça fait partie de la stratégie, faire du lobbying pour que, au fait de sa gloire, il ait tendance à promouvoir des lois qui avantagent votre métier et votre entreprise. Le lobbying aujourd'hui fait partie de la stratégie. Est-ce que vous, parmi les 10 acteurs, vous avez repéré l'expert européen ou mondial qui fait référence sur toutes les innovations technologiques qui concernent votre métier?
Et quand vous l'avez repéré, celui-là, il faut nouer avec lui des relations privilégiées pour être à l'avant-garde et avant vos concurrents des innovations technologiques émergentes qui, dans les années qui viennent, vont automatiquement modifier considérablement votre métier. C'est ça, situé dans l'environnement. C'est un peu en prospective dans les 5 ans qui viennent. C'est j'identifie les tendances, j'identifie les acteurs clés de l'environnement, et comme il ne s'agit pas seulement d'identifier, mais derrière il faut construire, par rapport à chacun des 10 acteurs clés de l'environnement, souvent un plan stratégique c'est ça. Pour chacun des acteurs, on va réfléchir au type de relations qu'il faut engager avec eux dans les années qui viennent pour satisfaire les finalités de l'entreprise. On va les prendre un à un, les 10. Les 4 grands types de clients, les 2 fournisseurs, etc. Et voir quel type de relation gagnant-gagnant on doit engager avec eux au bénéfice des finalités de l'entreprise. D'ailleurs, j'ai une définition de la stratégie aujourd'hui qui va vous étonner. Plus je vieillis dans le métier, plus je crois qu'il faut être simple en pédagogie, en formation pour être crédible. J'ai une définition de la stratégie aujourd'hui qui dépasse la stratégie d'entreprise, parce que je pense que le comportement stratégique, c'est aussi un comportement individuel dans la vie de tous les jours, hein, et qui dit, pour moi, la stratégie, c'est la représentation des relations à engager avec les acteurs clés de l'environnement dans les années qui viennent pour satisfaire notre cadre de référence. Vous savez tous ce que c'est que le cadre de référence si vous avez fait lycée. C'est-à-dire nos finalités. Mais je crois que c'est vrai aussi dans la vie. Hein. S'il y a des gens qui ne sont incapables de dire dans leur vie quels sont les 10 acteurs clés les plus importants de leur vie et de nouer de bonnes relations avec les 10 acteurs clés de l'environnement, qui sont souvent le conjoint, les enfants, la famille, les 2 ou 3 meilleurs amis, je dis, vous aurez beaucoup de mal à atteindre une finalité de cadre de référence qui est le bonheur individuel si dans votre contexte de vie, vous n'avez pas su identifier les acteurs clés de l'environnement. Hein, pour vous poser la question des relations que vous devez engager avec ceux-là, plutôt harmonieuses, pour assurer votre bonheur et le bonheur de ceux qui vous sont proches. Une entreprise, c'est pareil. Plan stratégique, qu'est-ce que c'est? Des DAS, c'est quoi? Des FCS, c'est quoi? C'est une représentation des relations que je dois mettre en œuvre dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent, avec les 4 ou 5 types de clients que je veux conquérir, avec les 2 fournisseurs avec qui je veux contractualiser, avec le journaliste dont je souhaite qu'il écrivent des articles laudatifs concernant mon métier dans l'entreprise. Vous pouvez objecter tout ce que vous voulez, la stratégie n'est pas une science exacte. Hein, donc, mais c'est d'abord ça le comportement, c'est situé dans l'environnement. C'est ce que Edgar Morin, qui a beaucoup, dont vous avez tous entendu parler, qui a beaucoup inspiré les programmes ICG depuis 30 ans, l'approche systémique, l'approche globale, puis la stratégie. Edgar Morin a dit, première intelligence humaine aujourd'hui, c'est savoir contextualiser, mettre dans le contexte, comprendre dans quel jeu d'acteurs je suis engagé dans les années qui viennent et quelles relations je dois engager avec les acteurs clés. Deuxième qualité, alors souvent je leur dis, à partir de là, je leur dis, bon, dans votre étude, j'aimerais savoir si vous avez su identifier et pourquoi, quels sont les 4 ou 5 clients cœur de cible que l'entreprise doit conquérir, les 2 fournisseurs avec lesquels elle doit absolument travailler, et les 3 ou 4 acteurs de l'environnement sur lesquels elle doit faire pression pour améliorer son image. C'est ça que j'attends d'une étude ICG et d'un dirigeant. Je leur dis, la deuxième chose que j'attends quand vous faites la soutenance, c'est votre capacité de synthèse. C'est ça qui distingue un grand dirigeant d'un médiocre. Parce que plus le monde est complexe, avec la mondialisation, la complexité, évidemment, s'est accrue. Vous savez que la complexité, c'est
c'est le fait qu'un dirigeant, avant de prendre une décision, il est confronté à une prolifération de variables lors de la phase d'analyse à prendre en compte. Il y a tellement de variables à prendre en compte dans la mondialisation qu'il est totalement vain d'espérer pouvoir analyser toutes les variables. C'est pas possible. Donc la capacité de synthèse, c'est la capacité à distinguer l'essentiel du secondaire. Certains d'entre vous m'ont entendu parce que ça m'avait marqué. C'est De Gaulle qui avait sans doute une perception de ce qu'est un grand dirigeant. Disait, un grand dirigeant, c'est quelqu'un qui n'attache aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Alors concrètement, il me dit, ça pourrait se manifester par quoi? Moi, je vais vous poser des questions qui vont vous étonner. Je vais vous poser la question sur, je l'ai déjà évoqué, c'est quelles sont les 4 tendances lourdes qui vont marquer les métiers de l'entreprise dans les années qui viennent et vis-à-vis desquelles il faut que vous proposiez des ripostes appropriées. Quels sont les 10 acteurs clés de l'environnement avec lesquels l'entreprise doit nouer des relations privilégiées? Quelles sont les 3 faiblesses majeures, quand on est savant, on appelle ça déficit de compétitivité, que l'entreprise doit à tout prix résorber si elle veut survivre, assurer sa pérennité et se développer? Mais quelles sont aussi les 2 forces ou avantages concurrentiels sur lesquels elle peut s'appuyer? Et puis, en fonction de ça, je vais vous demander de me dire à la fin de votre restitution quelles sont les 7 priorités, objectifs prioritaires et plans d'action prioritaires induits que l'entreprise doit mettre en œuvre dans les 5 ans qui viennent. Ne me citez pas 30 objectifs avec 50 plans d'action, on se disperse. Ne me faites pas un inventaire à la Prévert exhaustif de 90 faiblesses et de 55 forces, parce qu'on ne sait plus où aller. C'est pas la peine de me dire qu'il y a 25 tendances de l'environnement, il y a les 4 les plus lourdes. Donc vous avez la perception que si on ne construit pas des ripostes appropriées, l'entreprise va mourir. C'est ça, distinguer l'essentiel du secondaire. Alors on le voit dans les soutenances. Et vous avez des exhaustifs, des cartésiens, je les provoque un peu venant de la production et de la finance, les cartésiens analytiques. Premier temps, ils ont tendance à sortir des mémoires de 300 pages avec des trucs. Moi, je lis avant de venir, parce que j'ai une conscience professionnelle. J'ai lu le mémoire. Je leur dis que j'ai un problème, parce que donc, à la 150e page de votre mémoire, alors qu'on vous dit qu'il ne faudra pas que ça dépasse 80 pages pour l'essentiel, au bout de la 150e page, je leur dis, j'ai toujours pas compris quel est le problème essentiel qui se pose à l'entreprise que vous étudiez. Alors, je leur dis, là, il y a 2 hypothèses. C'est que je suis plus con que nature, je n'ai pas compris votre génie. Ou alors, c'est que vous-même, dans votre tête, après un an d'études, vous n'êtes pas très clair sur, pour que l'entreprise étudie, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est secondaire. Donc vous avez beaucoup de mal, dès lors, à proposer aux chefs d'entreprise ces vraies priorités. Parce qu'il reste dans l'attitude opérationnelle où quand on est en production, il faut être exhaustif. Il faut analyser toutes les opérations. Pas quand vous êtes dans une posture stratégique, ou comme vous brassez le monde, ça devient trop complexe, il faut aller vite à l'essentiel, quitte à occulter certains sujets qui paraissent secondaires, pour aller vite à l'essentiel. Je leur dis la 3e qualité qui marque la compétence du dirigeant, je crois que ça c'est essentiel, c'est la cohérence mentale. Et à travers votre mémoire, j'essaie de voir si vous êtes cohérent mentalement. Alors, là aussi, il me dit, mais ça sont des mots, ça veut dire quoi, cohérent mentalement? Je leur dis, il y a 3 pistes très claires. Premièrement, est-ce que ce que vous proposez en termes de plan d'action à la fin de l'étude correspond bien à des faiblesses que vous avez identifiées lors du diagnostic. C'est-à-dire qu'on sente bien qu'il y a une cohérence entre le diagnostic et l'ordonnance de la prescription. Et souvent, on voit des incohérences dans les soutenances ICG. Je trouve qu'ils ont du mal à rentrer dans cette notion de cohérence. Groupe ICG qui
présente sa soutenance, il connaît mieux l'entreprise que le président de jury que je suis en général. Ça fait 1 an qu'il travaille dessus, donc moi je regarde la méthode, la cohérence mentale, etc. Et par exemple, lors du diagnostic, il vous dit la grande faiblesse de cette entreprise, c'est que elle n'a pas de budget de communication. Or, on est dans un métier où il faut des budgets de communication importants. C'est un facteur clé de succès. Je dis, pourquoi pas, moi je vous écoute, vous connaissez mieux l'entreprise que moi maintenant, vous dites que dans ce domaine d'activité, maîtriser un budget de com est un facteur clé de succès, et là-dessus elle est mauvaise, c'est un point faible, je vous entends. Puis en fin de mémoire, ils disent, la priorité des priorités en termes de plan d'action, c'est de renforcer la force de vente. Alors j'ai dit, attendez, pourquoi vous dites ça? Il dit, monsieur le Président, vous ne contestez pas qu'il faut renforcer une force de vente? C'est pas ça que je conteste. C'est que lors du diagnostic, vous avez dit que la faiblesse numéro 1, c'était pas de budget de com. Puis quand vous arrivez au plan d'action, vous ne parlez plus du tout du budget de com. Vous dites ce qu'il faut, c'est renforcer à tout prix la force de vente, alors que vous n'avez jamais dit lors du diagnostic que la force de vente était un facteur clé de succès. Incohérence entre le diagnostic et le plan d'action. Deuxième chose très simple, je leur dis, c'est est-ce que les plans d'action que vous proposez sont conformes au cadre de référence du dirigeant, à ses finalités profondes, à son éthique, à sa vocation? C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler le cadre de référence. Beaucoup de cadres ont du mal à comprendre cette notion de cadre de l'ICG. Le cadre de référence d'une coopérative est complètement différent du cadre de référence d'une société capitaliste classique. Si je n'ai pas compris ça, quand je vais dans une coopérative, je vais me planter complètement. C'est quoi la finalité fondamentale d'une coopérative agricole, toujours, d'après vous? Vous êtes dans une coopérative ici. Qu'est-ce qui distingue la finalité, la plupart du temps, d'une coopérative d'une entreprise capitaliste classique? C'est un des aspects importants. Mais je ne pense pas que ce soit la finalité. Mais c'est un des aspects importants, je suis d'accord. Il n'y a pas de dividende des actionnaires, il y a une autonomie de décision. Oui, mais la finalité même. La finalité, pour moi, c'est... Satisfaire ses Pour- adhérents. Le retour. Ouais. L'apport de valeur ajoutée à ce que les adhérents. Ouais. Ben, je dirais même plus, si vous allez la fin des fins, pourquoi une coopérative a-t-elle été créée à l'origine? Un sujet qui m'intéressait beaucoup quand je travaillais avec les coopératives. Je leur disais, mais attendez, Maïsadour, un jour, à quelle date a été créé Maïsadour? Il me donnait une date, j'ai perdu. 36. 36, bien. Alors je leur disais, en 36, pourquoi, à quelle fin des agriculteurs se sont-ils réunis, des Landes, se sont-ils réunis pour créer une coopérative? Pourquoi? Pour se regrouper, mettre un... Mais je dirais même, si vous faites, parce que... Il faut aller au pourquoi du pourquoi. Pourquoi une mise en marché en commun? Je vais aller très vite. Parce que la finalité numéro 1 pour moi d'une coopérative, c'est d'assurer la pérennité et le développement des exploitations agricoles de son territoire. Donc la mise en marché, donc le regroupement de moyens. Est-ce que je me fais comprendre? Mais le but du but, les agriculteurs, ils ne se sont pas réunis automatiquement parce qu'ils s'aimaient tendrement. C'est parce que ça devenait difficile et qu'ils se sont dit faut assurer la pérennité de nos exploitations et le développement. Et le meilleur moyen, c'est bien les alliances aujourd'hui, c'est de se regrouper. Mais ne confondez pas la finalité et les moyens. Alors ça crée des ambiguïtés quand on n'a pas compris le cadre de référence. S'il n'y a pas de cohérence avec le cadre de référence. Encore faut-il le comprendre. Je travaillais, je te l'ai dit, on se tutoie dans la coopérative viticole Corbière, Minervois, une union l'autre jour, et il y a dedans, dans le comité de direction avec qui je travaille, il y a un œnologue américain, œnologue, top niveau, hein, technicien, type brillantissime, hein, parlant très bien français. Mais alors, venant des États-Unis, je vais vous dire, le cadre de référence d'une coopérative, c'est un truc patauge complètement. Et à chaque fois, il nous dit, en comité de direction, il s'appelle Scott, Scott nous dit,
Pour accroître la rentabilité de la coopérative aujourd'hui, il faudra acheter des vins italiens pour les revendre sur le marché français. Attends, Scott, il me dit, François, je te garantis que c'est cette solution-là, ce scénario qui apporte le plus de rentabilité. Mais je lui dis Scott, j'en doute pas de ça. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais tu es dans une coopérative agricole. Mais oui, ben c'est une entreprise. Je dis oui, mais c'est... D'accord, c'est une entreprise, mais c'est une coopérative agricole. Elle a un cadre de référence de coopérative agricole. Et je lui dis, c'est son cadre de référence, sa cohérence, tous les plans d'action qu'on doit mettre en œuvre, ont pour objet notamment de satisfaire une finalité numéro 1, c'est d'assurer la pérennité des exploitations viticoles du Corbière et du Minervois. Ce qui, entre parenthèses, déjà dans le contexte mondial actuel, vous l'imaginez, c'est déjà pas de la tarte. Avec la concurrence mondiale. Mais il est là le but. Donc quand tu nous dis qu'il faut acheter des vins italiens pour les revendre sur le marché français, puisqu'ils font de l'embouteillage et de la mise en bouteille, c'est sans doute, indiscutablement, l'option la plus rentable, mais ça ne correspond pas au cadre de référence de la coopérative. À chaque fois, je suis obligé de revenir là-dessus. Donc, est-ce que vous êtes cohérent entre le plan d'action et les valeurs? Parce que pour moi, le cadre de référence, c'est l'expression des valeurs que l'entreprise doit respecter dans l'exercice de ses métiers. Fondamentales, les valeurs. C'est pour ça qu'on appelle ça cadre de référence fondamental. Puis l'axe des cohérences. Aussi, mental, c'est est-ce que les plans d'action que vous proposez sont cohérents avec des opportunités que vous avez appréhendées au niveau de l'analyse de l'environnement, et notamment de la perception des tendances de l'environnement. Quand vous proposez à l'entreprise de se lancer sur tel produit, telle prestation de service dans les années qui viennent, est-ce que les enquêtes que vous avez menées au niveau de l'univers de la demande et des tendances de l'environnement ont bien déterminé qu'il y avait là un nouveau besoin et un nouveau comportement d'achat des consommateurs qui justifie le lancement de ce nouveau produit? Parfois, ils sortent des... Parce que comme ils sont obsédés par la technologie, ils sortent des produits comme le Mirage, comme le Rafale, ou comme le Concorde, qui apparaissent géniaux technologiquement, mais j'ai du mal à comprendre quel client elle vise avec le produit considéré, même s'il est génial technologiquement, et quelle attente cherche-t-il à satisfaire chez ce client. Donc le lien aussi de la cohérence, c'est environnement-entreprise. Dans l'environnement, les enquêtes que j'ai menées démontrent qu'il y a une nouvelle attente qui va naître demain chez les clients, que personne n'est capable de satisfaire aujourd'hui, donc je propose ce nouveau produit. Vous avez une entreprise aujourd'hui qui est en pleine progression, ça fait plaisir, ça fait 10 ans que j'en parle. Enfin, il y en a une qui s'appelle Doro. Vous connaissez Doro ? Doro, c'est une entreprise qui fait des téléphones pour les personnes âgées, portables, des mobiles, avec des grosses touches, avec des gros chiffres qui apparaissent, vachement simple à utiliser, à éteindre, à allumer. Parce qu'ils ont regardé vivre les personnes âgées, simplement. Et pourquoi des personnes âgées? Moi, c'est le problème avec ma mère, comme la plupart des personnes âgées, et j'essaie de passer au Doro, c'est constaté, les mobiles, quand on leur donne, elles le foutent dans le tiroir de la table de chevet, c'est tout. Ils ne ressortent plus. Alors que s'ils pouvaient l'utiliser, surtout quand ils sont en danger au niveau de la santé, par exemple, c'est vachement bien. Mais ils nous ont regardé vivre. Et il fait un tabac Doro avec les mobiles. Et comme il a fait alors les mobiles à grosses touches, à gros chiffres, simples à utiliser pour les personnes âgées, il se lance dans les ordinateurs, il se lance dans le smartphone pour personnes âgées. Et moi, ça fait 10 ans que je dis au monde de l'informatique de consommation, B2C, je leur dis, vous êtes complètement des gens opérationnels non stratégiques. Vous êtes des opérationnels parce que vous êtes des virtuoses de l'informatique, c'est naturel chez vous, des ingénieurs, etc.
mais spontanément, vous avez fait des produits de l'informatique qui s'adressent à des jeunes. Parce que vous êtes jeune, les jeunes consommateurs, c'est la même génération que vous baignez dans l'informatique depuis que vous êtes né, c'est un truc naturel, donc vous avez fait des nouveaux produits informatiques pour les jeunes consommateurs, notamment les jeux. Manque de peau pour vous, je leur dis, aussi prodigieux que ce soit les jeux électroniques, d'ailleurs quand on les regarde, on regarde un match de foot électronique, ici se dire, c'est vraiment la réalité, quoi. C'est hallucinant. Je leur dis cependant, en faisant un produit informatique pour les jeunes, manque de peau pour vous, dans le monde d'aujourd'hui, c'est plutôt les vieux retraités friqués qui sont solvables, les jeunes ont beaucoup de mal à trouver du travail, ils ne sont pas très solvables. Comme vous vous adressez spontanément à des jeunes en informatique, qui ne sont pas très fortunés, votre secteur est tombé dans la guerre des prix, guerre des coûts. C'est par le prix bas et les ristournes que vous arrivez à conquérir ce type de client. Et puis vous le savez mieux que moi, guerre des prix, guerre des coûts, comment ça finit? Ça finit par externalisation de toute la production dans les pays asiatiques. Parce qu'il ne peut pas y avoir de valeur ajoutée. Vous n'avez pas compris, ou vous n'avez pas voulu comprendre, que certes les vieux, pour vous, c'est difficile à comprendre parce que ce sont des vieux, donc ils n'ont pas le même schéma mental que vous, par contre ils sont vachement solvables. Donc, vous n'avez jamais fait d'offre informatique spécifiquement centrée, c'est ça la stratégie, sur les personnes âgées, parce qu'auparavant, il fallait capter qu'il y avait une tendance lourde. C'est des gens de plus en plus vieux et de plus en plus friqués dans le monde occidental, qui ont des attentes par rapport aux fonctionnalités de l'informatique, parce qu'il faudra qu'ils puissent appeler le médecin en urgence, trouver le pharmacien de service le dimanche, trouver les théâtres et les cinémas qui sont ouverts, etc., à condition que le vecteur soit compréhensible et accessible pour eux. Je cite souvent cet exemple qui fait rire. J'ai souvent des chefs de projet, moi j'ai beaucoup de SS2I comme clients, j'ai des chefs de projet qui sont l'exemple type des petits génies informatiques qui ont du mal à passer en compétence stratégique. La compétence stratégique, c'est comprendre les acteurs de l'environnement, comprendre les autres, comprendre les clients. Je leur dis, vous êtes des bons opérationnels, géniaux, et vous n'arriverez jamais à passer dans l'attitude stratégique qui consiste à comprendre les acteurs de l'environnement parce que vous faites des produits et des services informatiques qui ne sont compréhensibles que pour des gens qui sont nés dans l'informatique, qui ne sont pas automatiquement les plus solvables. Ah, il me dit, ouais, l'autre jour, il y a quelques temps, j'ai eu des conflits avec eux, il me dit, ouais, tu nous provoques, il faut provoquer un peu en formation pour susciter de nouveaux comportements. Je leur dis, écoutez, moi je suis un exemple, vous devriez vous intéresser à des gens comme moi. Moi, vraiment, je ne suis pas né dans l'informatique, j'ai beaucoup de mal à m'adapter à cet outil. Je fais rigoler tous mes collègues. Vous comprenez le truc, parce qu'il m'arrive que des avatars quand je fais ces machins. Bon. Mais il a fallu que je m'y mette, parce que c'est incontournable. Alors au début, j'ai deux fils qui sont des petits génies de l'informatique, qui n'ont pas trop le sens de l'approche globale, comme quoi d'ailleurs on a toujours du mal à enseigner auprès des siens, c'est classique, mais alors en informatique, ils sont des virtuoses, ils me disent, papa, t'es un vrai con, c'est simple. Bon. Alors comme c'est devenu incontournable, au moins pour certaines utilisations basiques, je m'y suis mis il y a quelques années, et je leur ai dit, bon, vous me donnez à la maison 2 ou 3 petits conseils, je bidouille tout seul, j'essaie de me dépatouiller, puis après vous me donnez l'étape suivante, je progresse un peu à l'autre conseil, puis je progresse comme ça. Bon. Alors d'accord, j'ai commencé comme ça, un jour, devant des tableaux de ce type, et puis après avoir commencé à bidouiller, j'étais tout seul, impossible d'arrêter le truc là. Impossible. J'avais fini, là, ça faisait 2 heures, je voulais m'arrêter. Impossible d'arrêter le truc. Bon, je me dis, t'inquiète pas, hop, je l'ai débranché. Ah oui. Et là, il s'est arrêté. Hein. Il s'arrête. Je débranche. Après, mon fils rentre et me dit, mais attends, qu'est-ce que tu as fait, papa? Il me dit, écoute, je me suis entraîné pendant 2 heures, comme je voulais, et puis, comme je n'arrivais pas à l'arrêter, pas quoi faire, j'ai débranché. Il me dit, mais
On ne débranche jamais un ordinateur. Si tu savais le bordel que tu fous là-dedans, j'ai dit, moi, pourtant, ma génération, quand on voulait arrêter une télé, on pouvait la débrancher, une radio, on pouvait la débrancher, hein, ça s'arrêtait. Non, mais un ordinateur, jamais. Mais il me dit, oui, mais j'ai pas pu l'arrêter. Il me dit, quand même, papa, tu fais vraiment preuve de mauvaise volonté, parce que c'est très simple. C'est très simple. Il me dit, regarde là. Pour arrêter l'ordinateur, il suffit de faire un truc, c'est cliquer sur démarrer. Ah, j'ai dit ça, c'est intéressant. Cliquer sur démarrer pour arrêter. Là, c'est intéressant. Tu vois, parce que là, j'avais une tas d'icônes, j'ai cliqué partout pour voir si ça arrêtait. Ça s'est jamais arrêté. Il n'y a qu'un icône sur lequel j'ai jamais pensé à cliquer, c'était démarrer. Tu vois, parce que dans ma génération, ben, on n'appuie pas sur démarrer pour arrêter. Là, il me dit, oui, mais tu vois, tu cherches trop à comprendre. L'informatique, il faut obéir. Je t'ai dit de cliquer sur démarrer pour arrêter. Tu cliques sur démarrer. Ne te pose pas des questions, est-ce que c'est con, pas con. Je dis d'accord, je vais être obéissant, je sais. Mais je dis, tu vois, quand même, c'est un exemple. Alors, je vais faire un effort. Comme je suis doué pour les langues, je vais apprendre le langage des informaticiens. Et je vais savoir que démarrer chez eux, dans leur langue, ça veut dire arrêter chez moi. Mais c'est pas se mettre dans le schéma mental du client, c'est strictement l'inverse. Là, c'est le client qui s'adapte. Ce qui est anti-stratégique. Souvent, je lui dis, pourquoi on doit cliquer 2 fois? Vous savez, vous, sur les icônes, la plupart des gens cliquent 2 fois. Il me dit, tu vois, ça c'est ta génération qui te handicape, vous voulez toujours savoir pourquoi. Les causes, vous êtes, il me dit, dans des rapports causaux. Cause, la cause à l'effet. T'en as rien à foutre. Tu cliques 2 fois et ça sortira comme tu veux sortir. Ne te pose pas de questions. Bon, je clique 2 fois. Quelque temps après, je lui dis, tu sais, c'est marrant, l'imprimante, elle me crache toujours 2 feuilles alors que j'ai besoin d'une feuille. Qu'est-ce que tu as fait encore, je t'observe. Clic, clic. Évidemment, tu cliques 2 fois, donc ça sort 2 feuilles. J'ai dit, il y a quand même 15 jours, tu m'as dit qu'il fallait toujours cliquer 2 fois sans me poser de questions. Et ça, c'est un état d'esprit. Ça pour vous faire sourire. Mais l'adaptation au client. Je vais demain dans une entreprise où j'ai vu un excellent audit qui a été fait auparavant par un célèbre cabinet anglo-saxon d'origine, qui dit à un moment donné, le reste de l'audit, je le trouve très bien, mais à un moment donné, il faut dire qu'ils vantent derrière les systèmes de contrôle de gestion. Ils disent que l'entreprise doit adapter ses processus, au logiciel. Puis les dirigeants ont avalé ça. Mais il m'a dit, pourquoi tu bondis? Mais je dis, attendez, la logique stratégique, c'est il y a des clients dans l'environnement, donc l'entreprise doit adapter son offre à ses clients qu'elle vise, donc l'organisation à ses clients, et les logiciels doivent s'adapter à l'organisation qui est au service des clients, et pas l'inverse, ce qu'on appelle être à l'amont. C'est pas l'organisation de l'entreprise qui doit s'adapter au logiciel, mais les logiciels qui vont s'adapter à une organisation qui a pour objet, car elle est dédiée à cela, uniquement à cela, aux clients qu'on veut conquérir et fidéliser. J'ai eu un conflit il y a quelques années à l'IFG, un peu grande gueule, où ils voulaient à tout prix faire un jeu de simulation stratégique. Et moi, je trouvais que le jeu en question, pas mal par ailleurs, n'était pas du tout adapté à l'objectif de la session pédagogique correspondante. Et on m'a dit, oui, mais il faut que les animateurs s'adaptent au jeu. Sans doute les coups commerciaux. Un mec qui devait toucher les royalties derrière le... Je dis non, pédagogie, on définit nos auditeurs en ICG qui viennent acquérir des compétences stratégiques. Et donc cette session-là, qui s'appelle marketing stratégique, a pour objet de développer leur capacité à comprendre un marché, capacité à
formuler un marketing mix, capacité à construire une action commerciale. Et pour ça, il y a une stratégie pédagogique pendant 2 jours. Et puis les outils pédagogiques qu'on va choisir vont s'adapter à cette... Et c'est quand même pas nous qui allons nous adapter aux jeux pédagogiques s'ils ne correspondent pas du tout aux finalités qui sont poursuivies dans le séminaire. C'est ça aussi la cohérence mentale. C'est-à-dire que les plans d'action que je préconise ont pour objet d'atteindre des objectifs que j'ai préalablement déterminés, notamment et d'abord en matière de conquête de clients ou de conquête de marché. Puis la 4e attitude que j'attends d'un stratège, c'est souvent là encore où les groupes ICG sont le plus décevants d'ailleurs. Les 3 premières aptitudes, je résume, situées dans l'environnement, capacité de synthèse et cohérence mentale, ils la développent bien. Mais la 4e attitude, je leur dis, c'est votre capacité en tant que futur dirigeant à imaginer des scénarios de rupture dans l'avenir par rapport au passé pour l'entreprise étudiée. Et comme ce langage leur semble un peu abscon, attendez, ça veut dire capacité à identifier de nouveaux territoires à conquérir, de nouveaux profils de clients à conquérir, de nouveaux types d'offres à proposer, de nouvelles alliances à souscrire en entreprise. C'est ça, qui soit en rupture avec le passé de l'entreprise. C'est la créativité stratégique et la capacité à imaginer de nouveaux territoires, de nouveaux clients, de nouvelles offres. Et bien très souvent, les études sont décevantes. Dans 80% des cas, avec une argumentation d'ailleurs plausible, parce qu'ils sont malins les groupes ICG. Ils sont tous des cadres supérieurs, ils sont malins. Comme ils connaissent mieux l'entreprise que moi qui suis président, ils savent argumenter. Et comme par hasard, ils reproduisent en termes de plan d'action des scénarios qui conservent le passé, avec quelques modifications à la marge, mais c'est même produit, même marché, même offre, même organisation, même processus dans les années. Oui, on comprend pourquoi d'ailleurs. Pourquoi d'après vous? Pourquoi la continuité? C'est dans un monde qui refuse le changement. C'est sûr qu'on va créer un consensus mou autour de l'extrapolation linéaire de la continuité. Comme ça, ça va même client, même produit qu'avant, même service, même organisation. Il n'y a pas besoin de changement. Comme le changement, c'est bien la problématique actuelle des entreprises, c'est ce qui est le plus difficile à obtenir, car c'est la remise en cause des habitudes de l'entreprise, vous créez le consensus comme ça. Et un jour, je taquinais un groupe lors de la soutenance, je leur mets des bonnes notes quand même, pour qu'ils réagissent. Je leur disais, en plus, il est cohérent votre mémoire. Vous avez argumenté de façon plausible pour même client, même produit, même organisation dans les années qui viennent. Alors si je ne veux pas être un révolutionnaire pour être un révolutionnaire, vous avez eu beaucoup de peau dans le monde d'aujourd'hui qui est fait de rupture et de changement, vous êtes tombé dans une des entreprises qui n'a pas du tout besoin de changer. Vous êtes tombé dessus, vous avez du pot. Alors comme il sentait un humour taquin dans mon propos, il y en a à un moment donné qui se rebiffe quand même. Vous savez que quand on est président de soutenance, le chef d'entreprise est à côté. Et je sentais qu'il y avait des liens qui s'étaient créés entre ce groupe ICG et le chef d'entreprise, quasiment amicaux à la fin. Et ce chef d'entreprise n'aimait pas trop ce président débarqué de Paris qui taquinait les groupes et les provoquait sur trop de continuité dans son entreprise. Donc il y en a un qui voit dans le groupe ICG qui voit la scène et qui dit « Mais monsieur Ravinet, en plus, le chef d'entreprise, qui était à côté de moi, était totalement d'accord avec ses plans d'action. » Je dis « Ben voyons.
Il vient. Ça fait un an que vous dites au chef d'entreprise que tout est parfait chez lui, qu'il a les meilleurs clients, les meilleurs produits, la meilleure organisation, et vous lui dites finalement, ne changez rien, continuez comme ça, tout va bien. Comment voulez-vous qu'il soit contre? Alors ça veut dire d'ailleurs que ça pose un problème aujourd'hui. Moi j'ai envie de conclure là-dessus, hein, dans le savoir-faire d'un dirigeant. C'est que si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que la stratégie, c'est d'abord adapter l'entreprise pour sa pérennité, son cadre de référence, aux évolutions de l'environnement et des jeux d'acteurs de l'environnement, et notamment des clients, dans un monde qui bouge de plus en plus avec des ruptures, vous allez automatiquement toujours, pour l'adaptation, susciter des changements par rapport au passé qui vont déplaire. Et moi, je conclus aujourd'hui là-dessus. C'est peut-être pour ça que j'aurais pas aimé être chef d'entreprise, mais qui est en consultant. Je veux dire pourquoi. C'est que je voulais vous faire passer un schéma, je n'ai pas besoin de le poser puisque j'en ai parlé. C'est qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise conscient de son rôle doit savoir déplaire et sera obligé de passer dans son entreprise par des phases d'impopularité parce qu'il sera, pour des raisons de long terme et d'adaptation à l'environnement qui change, obligé de promouvoir le changement, et le changement déplaît parce qu'il suscite rupture des habitudes à tous les niveaux de l'entreprise. Il y a un dirigeant actuellement, en politique c'est vrai aussi, qui dit ouvertement, moi je viens de faire plusieurs réformes, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de mouvement dans la rue. Son but, c'est consensus. Je vais me lâcher un peu, je vais être sévère. C'est comme ça que la France, pour moi, est en train de sombrer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce que les hommes politiques craignent les mouvements populaires dans les rues, etc. Surtout, pas de vague. Pas de vague. Pas de vague. Une réforme de la retraite, pour ceux qui connaissent, qui dit on a réformé les retraites parce qu'on a augmenté les cotisations. C'est ça, c'est pas. Je ne sais pas si vous appelez ça une réforme, vous augmentez les cotisations, c'est pas nouveau, c'est pour équilibrer les comptes. Ah, c'est sûr que si le but c'est de plaire, vous n'allez jamais susciter de mouvement. Ce qui est un vrai drame de chef d'entreprise d'ailleurs. Jusqu'où je peux accepter d'être impopulaire au nom d'une finalité à long terme qui est quand même la pérennité et le développement de l'entreprise. Mais le consensus mou peut être redoutable pour la pérennité de l'entreprise. Ce qu'on appelle, vous avez déjà vu ça, on vous en a parlé, non, l'allégorie de la grenouille. Vous connaissez ? La France, c'est l'allégorie de la grenouille. Vous connaissez l'allégorie de la grenouille ? Vous ne connaissez pas ? Il y en a qui ne connaissent pas. L'allégorie de la grenouille, c'est l'analyse suivante. Vous mettez une grenouille dans de l'eau froide à 5 ou 10 degrés, 5, elle va sauter. Vous suivez, elle réagit. Vous la mettez dans une eau, je ne parle même pas d'eau bouillante parce qu'elle va mourir. Vous la mettez dans une eau à 35 degrés, 40 degrés, elle va sauter. C'est-à-dire qu'elle va réagir. Parce qu'il y a une brutale rupture de son environnement. Mais la grenouille, vous la mettez dans une eau à 20 degrés. Et vous faites chauffer tout doucement. 21, 22, 23, 24, 25, 26 degrés. Elle ne va pas réagir, elle va s'endormir par entropie et elle va mourir tout doucement sans réagir. Vous avez des pays actuellement qui sortent tout doucement de la crise. Vous avez vu, l'Irlande en sort, le Portugal en sort un peu, qui ont pris des mesures violentes, des réformes violentes socialement, très violentes socialement. Mais les dernières semaines démontreraient qu'ils commencent à en sortir. L'idée que j'ai, ça m'ennuie beaucoup pour mon pays, c'est que pas la France, il n'y a pas eu de réforme violente. Et tout doucement, le pays, parce qu'il n'a pas eu de réforme violente, parce qu'il n'y a pas eu d'ailleurs
de drames violents. Le chômage est monté doucement, il monte, il monte, il monte. Il n'y a pas eu de drame à l'espagnol ou à l'irlandaise, ou même à la britannique. Hein. Le salaire des Britanniques, les retraites des Irlandais ou des Espagnols, je connais bien l'Espagne. Mais regardez l'Espagne, je conclue là-dessus par exemple, qui a pris des mesures violentes et dramatiques pour les familles espagnoles. Parce que l'endettement était monstrueux. L'Espagne a une balance commerciale à nouveau quasi équilibrée. C'est-à-dire quand on dit qu'on se trompe dans les analyses de l'environnement, la compréhension de l'environnement, les dirigeants, on parle toujours, on compare avec l'Allemagne. Je dis l'Allemagne, c'est pas un concurrent de la France. Ceux qui ne savent pas segmenter disent pourtant, on a une industrie automobile. Je dis l'industrie automobile française, elle n'est pas du tout concurrente de l'industrie automobile allemande. Peugeot et BMW et Audi ne sont pas du tout sur les mêmes domaines d'activité stratégique. Même s'ils sont toujours des bagnoles. Et quand les gens ne comprennent pas, je leur dis d'ailleurs, vous savez, le coût horaire à Sochaux pour une 308, c'est le même que le coût horaire à Munich pour une BMW. Sauf qu'une BMW se prend 3 fois plus cher pour le même coût horaire qu'une Peugeot. Donc on n'est pas concurrent. Les Français ne sont pas concurrents des Allemands en matière de machines-outils dans le monde. Nos vrais concurrents, c'est quoi? C'est les Espagnols, c'est les Italiens en Europe. Hein. C'est le bâtiment. Ce qui se passe dans notre région, je ne sais pas si vous êtes dans les secteurs du bâtiment, etc., hein, les entreprises espagnoles. Parce qu'elles ont maintenant des coûts sociaux tellement bas, après les opérations drastiques qui ont été prises, ils sont devenus complètement compétitifs. C'est le tourisme. C'est ça la concurrence pour la France. C'est le bâtiment, c'est le tourisme, c'est certains éléments de la confection, c'est l'agroalimentaire, où ces pays-là, qui sont de vrais concurrents, sont redevenus compétitifs parce que, en situation de très grave crise macroéconomique ayant menacé leur pérennité nationale, ils ont su prendre à un moment donné, c'est douloureux, c'est dur, mais des mesures qui sont des vraies réformes qui restaurent leur compétitivité. Au niveau de l'entreprise, c'est pareil. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui déclinent tout doucement, sans anticipation, parce qu'au nom du consensus, on repousse sans cesse les décisions de changement qui sont indispensables pour assurer quand même pérennité, sinon développement d'une entreprise qui est quand même J'ai une question quand même, parce que je suis parfaitement votre raisonnement. Alors, dans sa globalité, les Français ne sont pas du tout des stratèges, puisque nos résultats ne sont pas du tout bons. Mais est-ce que vous avez l'explication de l'origine de ce manque de stratégie? Parce que est-ce que ce n'est pas un problème de culture? Oui. Est-ce que ce n'est pas lié à une raison d'État, des écoles segmentées, ou des écoles qui enseignent des choses qui font que quand ils sortent, ils sont tous formatés dans un principe qui ne deviennent pas du tout stratégiques? Parce que chaque individu a un stratège en lui. Pourquoi il n'exerce pas? Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Pour moi, c'est d'abord culturel. Ben voilà. Parce que je vais vous dire ensuite. Mais toutes ces écoles. Attendez, je vais vous dire autre chose. La fiscalité que nous avons, qui est-ce qu'elle est? Paraît-il lourde. L'organisation de l'État, le financement des entreprises, l'empilement réglementaire des normes aujourd'hui, des trucs, c'est le fruit d'une culture. Et là, je dirais deux choses. D'abord, une statistique. Alors, d'abord, un élément d'histoire, je suis d'accord. Historiquement, la France, pour moi, alors c'est une explication que je vous donne, elle vaut ce qu'elle vaut. Après, on est dans l'irrationnel. Mais moi, l'explication que j'en ai, c'est que depuis 1000 ans que la France, en tant que telle, existe, ça a toujours été un pays organisé sous forme d'un État centralisateur, État-providence, qui collecte massivement l'impôt pour le redistribuer. Est-ce que je me fais comprendre? Pour le redistribuer d'ailleurs à des fins tout à fait louables. Justice sociale, lutter contre les inégalités, etc. Et cet État central qui collecte massivement pour redistribuer, il a traversé les régimes, c'est pas de droite ou de gauche. Hein. C'est Saint-Louis, c'est Louis XIV, c'est Colbert, c'est Robespierre, c'est Napoléon, c'est De Gaulle, c'est Mitterrand, c'est Sarkozy, c'est Hollande.
Ça n'a jamais été remis en cause. L'État-providence qui collecte massivement pour redistribuer, c'est la culture française, et qui légifère derrière. Ça a toujours existé. Je dis simplement, j'en discutais récemment dans un colloque, bien ou mal, cette vision de l'organisation sociétale, ce n'est pas le choix de la majorité des pays du monde. Ce n'est pas le choix. Et à partir de là, c'est donc un pays qui n'aime pas ce qu'il appelle le libéralisme, la compétition économique. Parce que l'État règle, légifère, assiste et redistribue. Je suis mal que les Français, quand même, pour beaucoup ont voté non à la Constitution européenne, parce qu'il y avait le mot concurrence dans le préambule de la nouvelle Constitution. On va réagir à ce mot-là. Et lorsque Sarkozy, en fait, a contourné le problème, en promouvant le traité de Lisbonne, il a retiré le mot concurrence qui froissait les Français. Et ce qui confirme mon propos, c'est que vous avez, qui est très culturel, c'est que vous avez une analyse qui a été faite par l'OCDE, un sondage il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, où l'OCDE a sondé les populations des 20 plus grands pays de l'OCDE, en termes de PIB. Alors il y a la France dedans. En posant la question à ces populations, est-ce que vous êtes favorable ou non à l'économie de marché, la libre concurrence et la libre entreprise? Les Français étaient derniers, avec les Italiens. 90% des Chinois disent on est favorable à la libre entreprise, la libre concurrence, etc. 80% des Américains, 60% des Anglais, 50% des Allemands, 20% simplement des Français et des Italiens, qui disent nous on préfère un schéma, une structure sociétale dans lequel l'État intervient, collecte et redistribue. J'ai entendu un chiffre, pour moi effarant, récemment sur BFM Business. Or, les 2 régions d'Île-de-France et de Rhône-Alpes, dans toutes les autres régions françaises, au niveau des revenus français, les revenus provenant des transferts sociaux sont supérieurs aux revenus venant de salaires. On est, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, tu as une vision ultralibérale. Si tu veux, prends les mots que tu veux. Moi, je te décris le mot tel qu'il est. Or, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous ressentez en tant que dirigeant d'entreprise, on est dans une compétition économique mondiale, c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas, mais la survie, le développement, c'est s'adapter à son environnement, à ce monde de compétition économique. Or, les Français n'aiment pas la compétition économique. Et moi qui aime bien le sport, je dis toujours, tu ne vas pas gagner un match avec des joueurs qui n'ont pas envie de faire le match. Il est là le problème culturel. Donc derrière les structures, elles sont fondées sur l'État centralisateur, l'éducation aussi. Je ne parle pas de la façon dont on malmène l'entreprise à l'éducation nationale dans les propos. Je crois que ça a disparu depuis, mais il y a encore 5 ans, mon fils qui enseigne à l'UT, à Toulouse, le management, la sortie des documents pédagogiques distribués aux élèves, il y a 5 ans seulement, dans lequel, tête de chapitre numéro 1, au niveau de l'entreprise, connaissance de l'entreprise et de la gestion de l'entreprise, définition de l'entreprise, et on mettait 2 points. L'entreprise est un lieu de lutte sociale. C'est intéressant comme débat. Il faut rentrer la pierre. Alors, je suis un peu optimiste, de terminer par exemple. Je crois que les choses sont en train de changer avec la crise. Il y a des mots qui étaient des gros mots. Il y a encore 2 ou 3 ans, on peut évoquer, on peut parler de compétitivité. Il y a 3 ans, dans une conversation, parler de compétitivité, c'est un gros mot. On ne peut pas encore parler de productivité, parce que productivité, c'est exploitation de l'homme par l'homme, on ne peut pas. Mais ça viendra, pouvoir. On commence à pouvoir parler. Avant, c'était complètement blasphématoire. Mais on commence à pouvoir parler, au moins poser le problème de l'efficience des services publics. Bon, déjà, on peut commencer à en parler.
C'est mieux. Sans être insulté. Moi, je suis un peu habitué parce que j'ai une famille, je dis toujours, je suis encerclé par des gens de l'éducation nationale et de la fonction publique. Hein. Je suis le mouton noir, un truc. Alors, de temps en temps, à table, en fin de repas, quand l'ambiance a tendance à s'endormir un petit peu, j'aime bien me mettre quelques pavés au milieu de la table en disant, tiens, on pourrait parler de l'efficience des services publics. Comment nous ne sommes pas une entreprise. Je dis, c'est peut-être regrettable. Mais nous ne sommes pas une entreprise. Notre but n'est pas de gagner du fric. D'accord. Mais une coopérative agricole, je parle sous ta protection. Son but n'est pas de gagner du fric pour redistribuer des actionnaires. Il n'empêche qu'elle est vachement contrainte à l'efficience, hein, je veux dire, pour pouvoir survivre. Ce sont des choses différentes. Mais on n'a pas cette culture. Alors, moi, dernier point, d'où d'ailleurs à l'éducation nationale, pas de programme sur l'économie, pas de programme sur le management, pas de programme sur ce que c'est qu'une entreprise, parce que tout ça est sulfureux. Ce qui d'ailleurs permet à des hommes politiques de surfer là-dessus en balançant des absurdités que les gens gobent par méconnaissance économique. Quand un parti fait 25% des voix aujourd'hui, en prenant l'abandon de l'euro, je dis, c'est pas possible, les gens comprennent, je veux dire, l'abandon de l'euro. N'importe qui a tout petit peu d'économie notion, c'est que c'est une absurdité totale. Mais Bleu Marine peut surfer là-dessus, elle est maligne, hein, parce que c'est que, en plus c'est ça le populisme, hein, c'est de la démagogie. Comme les gens ne connaissent pas, et comme on leur dit, tiens, tout ce qui nous arrive, c'est la faute à l'euro, c'est la faute aux technocrates de Bruxelles, c'est la faute aux commissions, c'est la faute aux Chinois, c'est la faute aux Allemands, c'est la faute aux Polonais plombiers. C'est-à-dire, en d'autres termes, le discours populiste, c'est rien n'est de votre faute, les Français, tout est la faute de l'extérieur. Ça fait dans lui, ça. Donc moi je suis responsable de rien, c'est la faute de l'extérieur, et c'est la faute à l'euro. Donc abandonnons l'euro. On dit, c'est vachement cohérent politiquement. Bah oui, apparemment, oui. Hein. Puisque c'est la faute à l'euro, aux technocrates et à la Banque Centrale Européenne, supprimons l'euro. Pas de formation à l'économie, pas de sensibilité, les gens gobent ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est très culturel. Parce que les meilleurs chefs d'entreprise, ce ne sont pas ceux qui ne sont pas passés par les fourches coding, des HEC, des steaks et tout ça. C'est tous ceux qui connaissent rien de tout ça et qui ont une vision du marché. Et puis voilà. C'est juste une réflexion. Non, je pense que très objectivement, les grandes écoles françaises forment bien. Mais attendez, moi je le vois. Hein. Les meilleurs des grandes écoles françaises, ils sont chez Accor, chez Sodexo, chez Air Liquide ou chez LVMH. Et aujourd'hui, c'est un des drames d'ailleurs, et je pense qu'il y a une chose, c'est à partir à l'étranger. Moi, je suis très frappé. Moi, je suis très frappé par un discours de jeunes aujourd'hui, qui sont les gens qu'on voit arriver en ICG notamment, ou mes enfants et les copains de mes enfants. 30-35 ans, bel avenir devant eux, bon, parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils sont au cœur des compétences stratégiques du monde moderne, et qui me disent, François, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester en France? On entend dire que les impôts vont augmenter sans cesse. On est plein d'ambition et on nous dit qu'au mieux la France, dans les 10 ans qui viennent, ça sera 2% de croissance du PIB, 2% de croissance du PIB. Quand on a l'esprit de conquête. D'ailleurs, je dois vous dire que j'essaie de les calmer. Hein, en leur disant, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, faites gaffe quand même. Hein. Mais ces écoles, elles forment des jeunes qui sont a priori compétents au départ, hein, je les vois venir, et qui se posent la question de peut-on se développer en tant que jeune manager dans un pays qui n'aime pas la compétition économique? Bonne question. Je vous propose de m'arrêter là et de répondre à vos questions peut-être. On se donne combien de temps? Un petit quart d'heure, parce que je sais que... C'est amené dans les écoles. Hein. Je reviens en fait que les écoles d'ingénieurs de management même, forment des gens qui ont le sens de l'innovation. Vous savez qu'aujourd'hui, quand même, la France est un pays où il y a le plus, rapport au nombre d'habitants, hein,
est probablement le pays du monde où il y a le plus de start-up, notamment dans les nouvelles technologies. Le gros problème, vous le savez tous, c'est qu'il y a un seuil. Au bout d'un moment, il y a des seuils en France où une start-up qui arrive à bien démarrer, pour des problématiques de financement, pour des problèmes d'effet de seuil, qu'on connaît bien au plan social, leur croissance est brutalement interrompue. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, la seule solution, c'est de s'expatrier. Donc, les écoles de management forment au réflexe d'innovation. Moi, je vois beaucoup de jeunes et de start-up qui sont... Alors, là où je module mon propos, c'est comme ils sont truffés de connaissances sur les nouvelles technologies, ils confondent toujours nouvelles technologies, enfin, innovation par automatiquement nouvelles technologies. Alors que l'innovation, ça peut être de nouveaux services, ça peut être par exemple de nouvelles technologies. On entend des tas d'entreprises qui démarrent simplement parce que le dirigeant a compris l'évolution de l'environnement en s'appuyant sur des produits hyper classiques, mais avec des fonctions périphériques, des services associés différenciateurs qui font la différence. J'entendais avant-hier une entreprise qui se développe considérablement dans le monde aujourd'hui. C'est une entreprise de confection qui fait des uniformes pour les élèves pendant la scolarité, comme autrefois. Ça se redéveloppe partout dans le monde. Et pas simplement dans les pays émergents, où les enfants vont en uniforme. Une entreprise française, mais qui explose. On fait des trucs hyper classiques, des trucs bleus, uniformes pour les scolaires. Il pourrait y avoir plus classique, c'est pas de l'innovation technologique. Mais ça correspond à une véritable perception d'un nouveau besoin, y compris, disait la dirigeante, qui est une dirigeante, où ça repart en France, la demande d'uniforme, dans certains collèges, certains pensionnats, certaines écoles. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Les arguments des parents. C'est parce qu'on en a marre que nos enfants ne pensent qu'aux marques vestimentaires. Il n'y a plus que ça qui les intéresse. Et puis, elle disait, il y a une demande aujourd'hui des parents, éviter qu'ils ne pensent qu'aux marques. Alors moi, j'ai du Oxbow, je ne sais pas, Oxbow, c'est pas ce qui les intéresse, je ne connais pas les marques qui intéressent les jeunes. Bon, parce que c'est un uniforme, il n'y a pas question de marque. Et puis, parce qu'il y a une nouvelle demande des parents, c'est refocaliser sur la rigueur, la discipline, le truc. Et si tout le monde est... On ne se compare pas les vêtements en arrivant le matin, tu as une belle chemise, tu as un beau pantalon, quelle marque, etc. On est tous pareils. Et il y a... Bon, c'est une nouvelle tendance qui a été captée. Alors après, tu dis en dehors des écoles. Je pense que ça, c'est bien l'objet de la formation, c'est de susciter de nouveaux comportements qui acceptent le changement, en expliquant que le changement, de toute façon, c'est un problème de survie, et que ça passe. Alors, moi, je vais te donner, par exemple, un truc très, très précis, pour que ça soit concret. Il y a beaucoup d'entreprises qui me disent, mais comment, pour de l'innovation, on peut faire passer ça dans les faits ? En termes de processus, tiens, on a parlé de processus pour l'instant, tangible. Je suis quelqu'un qui est passionné par la problématique des processus. Je dis, il faut qu'en tant que dirigeant, par exemple, vous mettiez en œuvre le processus suivant. Ceux qui m'ont écouté récemment connaissent ce propos. Je leur dis, dans le processus, il est dit que, et ça devient une procédure, parce qu'elle est formalisée, obligatoire, contractuelle. Tout vendeur, ou même tout collaborateur, qui est en contact à un moment donné avec un client, n'a pas le droit de quitter le client sans lui poser la question, « Monsieur le client, à partir de quelles attentes, à partir de quels besoins différenciateurs dans les 5 ans qui viennent choisirez-vous vos fournisseurs ?» Il n'a pas le droit de ne pas poser la question et de le formaliser dans un contrat, notamment les vendeurs, pour lequel pour moi les vendeurs ne sont pas simplement des vendeurs, mais des remonteurs d'informations sur les attentes des clients parce que ce sont les mieux placés. Ce compte-rendu est archivé dans l'entreprise par une personne qui est spécifiquement dédiée à cette tâche et qui, avec tous les moyens de système d'information aujourd'hui, collecte les comptes-rendus sur les réponses des clients et va harceler, quitte à déplaire, les vendeurs qui n'ont pas posé la question et qui dès lors sont sanctionnés. On n'a pas le droit de quitter un client sans avoir posé cette question.
La personne qui recense, qui doit avoir une certaine formation, les réponses des clients, doit réfléchir en termes d'offres nouvelles que cela peut susciter. C'est ce que je me fais comprendre. C'est-à-dire présenter un scénario qui transforme l'expression du client en termes d'attente en termes d'offres proposables. C'est ce que je veux. Dans l'exemple que je donne, je sais pas moi, des clients, des parents d'élèves qui, à partir de quelle habitude vestimentaire choisirez-vous? Nous, on veut des uniformes parce que, non, plutôt qu'ils disent on veut de la rigueur, on veut plus que les enfants en marre discutent des marques, on veut plus qu'ils pensent qu'à leur chemise, la couleur de leur chemise se compare entre eux pour qu'ils pensent plus aux cours, aux études. Donc, tel que le scénario, c'est, parmi les scénarios, c'est uniforme pour tout le monde. Voilà. Je formalise. D'ailleurs, pour moi, c'est un truc passionnant, ça. C'est l'art de savoir transformer, ce qui était l'art de Steve Jobs, hein, l'art de savoir transformer une attente perçue d'un client en offre de produits-services pertinents. C'est ce que je me fais pour moi. Je décris par des scénarios le type d'offre de produits-services capable de satisfaire. Troisième étape de leur procédure, tout comité de direction qui se réunit chaque mois doit consacrer, et sous l'animation du directeur général, une quote-part de temps à analyser la faisabilité pour l'entreprise et l'attrait de tous les scénarios de futur qui sont remontés ainsi en termes d'offres de futur imaginables proposées par la personne qui a recensé les remontées sur les attentes des clients. Et ça veut dire concrètement, c'est un processus. Moi, je dis aux dirigeants, vous n'avez pas le droit, en réunion de CODIR, vous vous réunissez tous les lundis, premier lundi du mois, pendant 4 heures. Je sais que l'opérationnel et le court terme vous prend la tête. Par contre, vous commencez pendant une heure seulement, mais où vous analysez les scénarios de futur transmis par la personne qui les a collectés pour savoir s'ils sont faisables, pas faisables, intéressants, pas intéressants, quitte à créer une commission qui va voir plus loin s'il faut poursuivre la piste ou pas. Puis après, pendant les 3 heures qui restent, vous parlez de l'opérationnel, de la trésorerie, du chiffre d'affaires du dernier mois, du banquier qui vous pompe l'air, des clients qui ne paient pas, etc. C'est de court terme. Mais vous consacrez au moins un quart du temps de comité de direction à la réflexion stratégique sur des scénarios de futur. C'est un processus. Tu vois, je ne peux pas répondre autrement, mais voilà, par des choses tangibles. Parce qu'il faut passer de la culture de l'innovation à l'acte. Et là, tu mets en place des processus. J'avais imaginé aussi que dans le devoir d'être dirigeant ou du dirigeant, il y a également le devoir de se cultiver et de, comment dire, d'aller... La culture du dirigeant, hein. Mais oui, Moi, j'ai souvent des jeunes dirigeants en ce moment qui me disent, après mon discours, qui me disent « Ouais, bah, d'accord, mais cette culture-là, on pourrait l'acquérir comment ?» Alors moi, je leur donne 2 conseils. Hein. Moi, je leur dis, je lis Le Monde tous les jours. Alors, je ne peux pas lire en entier, mais au moins, je ratisse tous les articles du Monde. Puis, il y en a qui m'intéressent, d'autres, j'ai pas le temps. Mais au moins, bon, voilà. C'est pas les Échos, sauf s'il y a un article qui m'intéresse, c'est Le Monde. Et puis, je leur dis, je travaille aujourd'hui avec le réseau des opticiens mutualistes. Et j'avais des patrons de magasins d'optique. Il y en a un qui me dit comment faire. Puis je lui dis, tu vois, alors un jeune magasin opticien plein d'avenir, je lui dis, plutôt que le matin, il m'avait raconté que pour rentrer dans sa ville, il y a rejoindre son magasin, il y a 2 heures d'embouteillage, et plutôt que d'écouter Skyrock, d'accord, sur ton poste dans les embouteillages, tu écoutes BFM Business. BFM Business, tu vois, tous les matins. Et tous les soirs, tu écoutes BFM Business. Alors c'est moins drôle que Skyrock, moins marrant. Il y a des trucs qui vont te gonfler parce qu'à un moment donné, c'est les marchés boursiers, etc. C'est un peu gonflant, mais ça va te faire baigner dans une culture de business. Tu vas progresser. Et puis, notamment, par rapport à ta question, l'avantage de Skyrock, c'est qu'il y a des débats, il y a des gens qui viennent, et puis ils ont la culture de nouveaux entrepreneurs qui ont chaque matin, il y a 4 ou 5 jeunes créateurs d'entreprises qui ont réussi, hein, depuis 3-4 ans, qui parlent de leur aventure, de pourquoi ils ont réussi, pourquoi à certains moments ils ont été freinés. C'est une sorte de pain culturel. Là aussi, on parlait de culture d'entreprise. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais moi je suis en milieu rural, BFM, je ne peux pas le prendre. »
Podcast. Pardon? Le podcast. Ouais. Non, mais à titre personnel, est-ce que vous avez un espèce de formulaire, entre guillemets, qui fait que ça recense toutes les idées principales et les axes à lesquels absolument on doit s'en tenir au quotidien ou dans sa vie quotidienne? Je sais pas, moi, on m'avait appris par le stage le QPV, que proposez-vous pour remettre l'autre en face, enfin tout un tas de choses. Là, peut-être que vous avez un schématique qui fait que, obligatoirement, on est obligé de passer par ces étapes-là pour se remettre en question et avancer, quoi. Enfin, c'est juste pratique, quoi. Je ne crois pas beaucoup aux recettes, Non, je mais crois je plus sais aux pas, attitudes c'est globales. quelque chose qui fait que sans parler, Mais il y a des- dans les grandes lignes. Il y a un discours, il y a un discours en ICG que nous tenons aujourd'hui qui est celui de la différenciation. Hein. C'est en quoi puis-je être différent de la proposition Ouais, ça peut de faire mes partie concurrents la checklist. au regard, oui. Moi, je suis- Alors, ça peut être le prix, ça peut être le service, ça peut être ça peut être. Vous savez, ça nous emmènera à nouveau sur un long débat. Mais quand je parle d'anticipation, de prospective, comprendre les tendances de l'environnement, notamment des clients, il y a une question, tiens, qu'il faut toujours se poser, qui vous paraît très simple quand je vais l'exprimer comme ça, c'est qu'est-ce que les clients achètent et achèteront? Cette question-là, qu'est-ce que les clients achètent et achèteront demain, est une question bien différente de qu'est-ce que je vends aux clients. C'est dans un monde où le client est dominant parce qu'il n'a que l'embarras du choix entre de multiples concurrents, qu'est-ce qu'il daigne acheter? Et donc toujours raisonner en termes de fonctionnalité et non pas de produit. Fonction attendue par le client. J'ai beaucoup travaillé avec les concessionnaires Renault, le réseau, je leur posais la question. Qu'est-ce qu'un ménage urbain achète quand il achète une Clio? Est-ce que vous avez compris? Ah oui, il achète une bagnole, tiens. Je dis, t'es mal barré déjà. Une bagnole, c'est un vecteur qui permet d'assurer des fonctions attendues. Je vais très vite pour qu'ils trouvent progressivement que ce que les gens achètent, c'est des solutions de transport simples, avec fiabilité et sécurité. Voilà. Ah, je disais, ouais, qu'est-ce que ça nous apporte? Ben, je dis, tu vois, en raisonnant comme ça, comprenant que le client achète des solutions de transport simples, avec fiabilité et sécurité, ça va te permettre de comprendre que tes concurrents comprendre l'environnement. C'est non seulement Peugeot, Toyota ou Fiat, mais c'est aussi Hertz, Avis ou Europcar qui apportent des solutions de transport au ménage avec simplicité, fiabilité, etc., et peut-être avec des différences. Et vous êtes dans le même univers concurrentiel. Même si pourtant, les offres des constructeurs qui vendent une bagnole est une offre complètement différente d'un loueur qui loue un véhicule. Mais en termes de fonctions attendues, vous avez des concurrents, vous apportez des solutions de transport. Puis le deuxième truc, ça te permettra de comprendre pourquoi, toi, Renault, tu perds toujours contre les Allemands, BMW, Audi. Parce que si tu raisonnes en termes de fonctions et non plus de bagnole, tu comprendras que les clients naturels d'Audi ou de BMW, historiquement, ils n'achètent pas une Audi, ils achètent de la différenciation sociale. Toi, Renault, historiquement, tu vends des solutions de transport simples aux ménages de pouvoir d'achat moyen de l'Europe. BMW, Audi, ses clients lui achètent de la différenciation sociale. Un vendeur, un jour, il me dit, c'est compliqué, c'est la différenciation sociale. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va être plus simple. Les cadres supérieurs et dirigeants qui achètent des Audi, ils achètent de la frime. Ouais, ils achètent de la frime. Frimée. Alors, on ne peut pas dire frimé dans le langage marketing, c'est plus policé. Mais c'est ça qu'on appelle la différenciation sociale. Mais donc, à la limite, Renault et BM, pour moi, vous n'êtes pas dans le même univers. Et pourtant, brutalement, l'un et l'autre proposent des bagnoles. Il y a ces petits trucs-là. Mais je crois qu'il y a d'abord une attitude, c'est focaliser sur les clients que j'ai identifiés et que je veux conquérir. C'est ceux-là que je veux conquérir, pas d'autres dans les années qui viennent. 2,
vis-à-vis de ces clients-là, quels sont mes concurrents? Et ce n'est pas simplement mes concurrents directs, hein, c'est ceux qui, comme les loueurs, peuvent atteindre ces clients-là. Et compte tenu de ces clients-là, qui ont ces attentes-là, que j'ai bien identifiées, et des concurrents qui se présentent, en quoi puis-je être différent? Les concurrents, car vous savez, je résume la stratégie par une question simple aujourd'hui. Quelle est la question récurrente, lancinante, que posent aujourd'hui les clients blasés? Blasés parce qu'ils sont bombardés d'offres, surtout avec Internet, venant du monde entier. Plus rien ne les étonne, ils sont blasés, infidèles à les clients. Toute entreprise qui se présente vis-à-vis des clients aujourd'hui pour essayer de les conquérir, je dis, les clients ne leur posent plus qu'une seule question. Qui est toi qui te présentes à moi, client, explique-moi en quoi tu es différent de tes concurrents. Quelle est ta différence par rapport à tes concurrents? C'est ça la stratégie. Souvent, je dis, je déroute les dirigeants, on dit, quand un client vous pose cette question, toi qui viens me voir, parmi beaucoup d'autres fournisseurs potentiels, quelle est ta différence par rapport aux autres fournisseurs? Quelle est la différence? Quelle est ta différence qui m'inviterait à te choisir plutôt que tes concurrents? Peux-tu m'en parler et me dire quelle est ta différence? Doro a compris ça. Doro a des personnes âgées qui disent en quoi tu es différent des autres. Il dit je vais te permettre de communiquer de façon simple. Avec des grosses touches et des gros chiffres. Ils visent les personnes âgées, ils ne dispersent pas, ils ne visent pas les autres. En quoi es-tu différent? Je vais te montrer. Même si tu ne vois pas clair les touches. Là, ils pensent à un ordinateur où même les gens quasiment aveugles pourront voir les touches parce qu'il y aura des vibrations différentes selon les touches et les doigts des gens. Et puis ils ont compris une chose, c'est que quand vous dites à une personne âgée, moi Doro, voilà quelle est ma différence. C'est que tu vas pouvoir utiliser un téléphone ou même si tu vois plus clair. Et avec des mots qui soient compréhensibles, en français, je vais te mettre tout simplement « arrêtez ». On va arrêter le truc, comme ça tu ne vas pas te planter. Je dis, quand pour des personnes âgées, tenez, je donne cet exemple que j'aime bien, pour discuter avec des jeunes informaticiens, la différence. Comprendre ce que le client achète. Discutons avec des jeunes chefs de projet d'informatique, qui ne voulaient pas rentrer dans la démarche que je leur proposais. Compréhension de l'environnement, il y a aujourd'hui des clients hautement solvables, ce sont les retraités friqués, c'est ceux-là que vous avez intérêt à conquérir. Quand vous avez compris ça, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils vont acheter, les retraités dans les années qui viennent? Et je veux dire quelque chose, il ne faut surtout pas leur parler de l'informatique, ce n'est pas de l'informatique. Elle a dit, si on ne leur parle pas de l'informatique, de quoi il faut leur parler? Non, vous allez leur dire aux personnes âgées, en termes de fonction, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir tous les jours des photos de vos petits-enfants qui sont à 800 km de chez vous? C'est possible ça, monsieur? Aucun problème. Et je vais vous apprendre le temps qu'il faut pour avoir des photos de vos petits-enfants tous les jours. Mais monsieur, je vais plus loin, madame, je vais plus loin. Est-ce que ça vous intéresserait de voir jouer dans leur chambre vos petits-enfants tous les jours entre 18h et 19h et leur parler? Personne va dire, mais c'est possible ça, monsieur? Aucun problème, je vais vous apprendre, c'est ça que je vous apporte. Je vais vous dire quelque chose et vous l'imaginez. Quand j'ai réussi à faire passer ce message, le prix n'a plus aucune importance. Le prix n'a plus aucune importance. Et je ne leur parle pas d'informatique parce qu'ils vont paniquer. Alors, pour ça, attendez, je suis service informatique, je passerai tous les jours, je vais vous aider tous les jours, je vais venir tous les jours, j'ai une hotline, si c'est en panne, je viens tout de suite dans la demi-heure qui suit. Vous pouvez faire ça? Oui, oui, le jour, la nuit, le dimanche, le samedi.
Et pourquoi je peux le faire? Parce qu'ils ne vont même pas demander le prix. Le prix n'a aucune importance. Et je ne vais pas faire des volumes. Mais quelle marge? Mais j'ai vendu bien autre chose que de l'informatique. J'ai vendu des fonctions attendues qui sont complètement spécifiques à ce type de clientèle. Les attentes des agriculteurs, à un moment donné, je ne sais pas si ça a changé, ne serait-ce que sur les métiers basiques d'une coopérative qui est à collecte, selon qu'ils soient à proximité ou éloignés des silos de la coopérative. Je veux dire que les besoins des agriculteurs sont complètement différents et donc la prestation qu'on leur offre, elle est complètement différente. En matière d'approvisionnement, produits phytosanitaires, le fait qu'un agriculteur soit isolé, éloigné de tous les autres agriculteurs, dans un coin isolé, éloigné de la coopérative ou pas, suscite chez lui des attentes et des besoins complètement différents d'un agriculteur qui est dans une zone où il y a beaucoup d'agriculteurs entre eux, ils peuvent s'aider facilement entre eux, et où la coopérative est proche. Moi j'ai vu des coopératives qui ont dit des agriculteurs isolés, la prestation qu'il faut leur faire, c'est les aider à faire du stockage à la ferme, des appros. Parce qu'on ne peut pas les voir souvent. Donc il va falloir les aider à investir dans le stockage, etc. Les agriculteurs qui sont proches, à la limite, tout ça est en sachet, et puis c'est eux qui viennent au magasin les chercher parce qu'ils sont proches, etc. C'est pas du tout la même prestation, parce que isolés ou non de la coopérative, et isolés ou non d'autres agriculteurs, ne créent pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, ils n'achètent pas la même chose en matière d'appro ou de collecte. Coopérative avec qui j'ai travaillé, on avait segmenté en fonction de l'éloignement de l'agriculteur du silo le plus proche. Et un critère, c'était valable ou non valable, je ne sais plus, qui était 10 km, plus de 10 km du silo le plus proche, ou moins de 10 km. On ne lui proposait pas du tout les mêmes prestations en collecte. En collecte, je ne sais plus, chez les uns on posait des bennes ou pas, je ne sais plus quelle était, ou alors on allait chercher directement par le camion, c'était complètement différent. Parce que l'éloignement ou non est un critère d'attente à satisfaire complètement différent. Oui. J'espère que je peux continuer. Non, mais je suis sûr qu'on pourrait continuer à t'écouter encore très longtemps, je serais ravi. Mais ceci dit, je sais aussi que tu as un impératif et que tu dois absolument rejoindre ce soir. J'ai déjà crevé les plafonds. Oui, je crois.